Bienvenue sur Géopolitis. Les Nations Unies ont 70 ans en cette année 2015. C'est en effet le 26 juin 1945 qu'à San Francisco, on signait l'acte fondateur de l'ONU avec un message, un espoir, ne plus jamais connaître les horreurs d'une guerre mondiale. En somme, instaurer une paix durable sur la planète. Vœu pieux, on le voit bien, avec des Nations Unies qui, dans bien des conflits actuels, n'offrent que le visage de leur désunion. Et pourtant, les Nations Unies, ça fonctionne, en tout cas sur le terrain, si l'on en juge par le travail effectué par l'ensemble des grandes agences de l'ONU. Et s'il est une agence de l'ONU dont le nom est bien connu dans le monde entier, c'est l'UNICEF, un acronyme un peu curieux qui en anglais, au départ, c'était en 1946, voulait dire le Fonds d'urgence international pour les Nations Unies pour l'enfance. Comme l'urgence dure depuis ce temps-là, eh bien, on dit tout simplement le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Deux statistiques pour donner une idée de l'ampleur de ce fonds, qui du reste a reçu le prix Nobel de la paix en 1965. Pour l'année 2015, l'UNICEF a lancé un appel de fonds de 3,1 milliards de dollars pour venir en aide à 62 millions d'enfants en danger. Géopolitis décrypte l'action et l'ambition de cette agence onusienne dont la mission, on peut le craindre, ne s'arrêtera pas de sitôt. Mais revenons un instant sur les 70 ans de l'ONU. La création des Nations Unies, il faut le souligner, ce n'était ni à Genève ni à New York. Elle avait pour cadre San Francisco. If we do not want to die together in war, we must learn to live together in peace. À l'époque, on n'était pas encore complètement sorti de la Deuxième Guerre mondiale. On ne comptait que 51 membres, les fondateurs de ce nouveau système mondial qui se voulait baser sur la confiance et le respect des peuples. Aujourd'hui, il y a 193 membres à l'ONU. Et même si, 70 ans plus tard, les critiques se font nombreuses à l'égard du machin, comme le qualifiait le général de Gaulle, notamment sur le fonctionnement du Conseil de sécurité avec ses 5 membres permanents ou encore sur ce fameux droit de veto accordé perpétuellement aux 5 grands. Bref, si l'ONU peut être accusée d'impuissance ou de négligence, il n'en reste pas moins que ces diverses agences continuent jour après jour à travailler efficacement. Organisation mondiale de la santé, Haut Commissariat pour les réfugiés, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Haut Commissariat pour les droits de l'homme ou encore, nous y voilà, UNICEF, telles sont notamment certaines des agences onusiennes. Alors prenons un exemple de mission remplie discrètement, loin des grandes médiatisations. Le fait que l'UNICEF, au Soudan, vient en aide à des milliers d'enfants soldats, des enfants qui, pour certains, n'ont jamais été scolarisés et qui doivent être réadaptés à une vie normale. Il faut le savoir, c'est l'UNICEF qui le précise, qu'en cette année 2015, 230 millions d'enfants vivent dans des pays ou des zones directement touchées par des conflits armés. Il convient de revenir en détail sur ce constat édifiant. 230 millions d'enfants vivent dans des zones de conflit, c'est-à-dire un enfant sur 10 dans le monde. Par exemple, en Syrie et en Irak, depuis 4 ans, un total de 14 millions d'enfants subissent directement les conséquences du conflit, dont près de 6 millions rien qu'à l'intérieur du pays. En Irak, faut-il rappeler que 2 800 000 enfants ont dû quitter leur foyer. C'est pour eux tous que l'UNICEF demande actuellement près d'1 milliard de dollars pour des programmes d'aide. En Afrique également, l'UNICEF doit répondre aux demandes pressantes. Par exemple, au Nigeria, à cause des terroristes de Boko Haram, plus d'1 million de citoyens ont fui, dont une grande proportion d'enfants. Plus proche de nous, en Ukraine, on considère que 5 200 000 personnes vivent dans des zones de conflit, dont 1 700 000 enfants. Il aura été beaucoup question d'Ebola ces derniers temps. L'UNICEF demande actuellement 500 millions de dollars pour accélérer son travail au sein des diverses communautés frappées par le virus. Car sur place, le travail doit continuer. Il faut isoler et traiter les cas, prévenir de nouvelles flambées et promouvoir des comportements dits sains pour éviter toute nouvelle propagation de la maladie, notamment chez les enfants. La santé, pour les enfants, c'est évidemment la vaccination.
Au Soudan, il convient de vacciner 8 millions d'enfants contre la rougeole. En 2014, l'UNICEF aura fait vacciner pas moins de 16 millions d'enfants contre cette maladie. La santé, c'est aussi l'intégrité physique et notamment sexuelle. On doit rappeler que dans le monde, 120 millions de filles, soit une fille sur 10, ont subi des viols ou des agressions de type sexuel, entraînant toutes sortes de troubles psychosomatiques. Il y aurait actuellement 12 millions d'enfants non scolarisés dans la région du Proche-Orient. Plus précisément, 5 millions ne peuvent pas aller dans les maternelles, un peu plus de 4 millions ne rejoignent pas leur classe dans le primaire et près de 3 millions sont privés d'éducation dans le secondaire. Dans bien des cas, ce sont les jeunes filles qui sont les premières à être privées d'éducation. Pour reprendre le cas de la Syrie, on compte sur place 5 millions de jeunes Syriens et Syriennes entre 12 et 18 ans, enfants auxquels, dans des circonstances plus que difficiles, il convient de donner des cours de rattrapage scolaire, de la formation professionnelle et aussi, cela rentre dans le domaine de l'éducation, des activités de loisirs. Afin d'assurer convenablement toutes ces activités scolaires, on doit aussi habiller correctement tous ces enfants. Au Liban, dans les camps de réfugiés, l'UNICEF vient en aide à 478 000 enfants. 160 000 d'entre eux ont reçu un kit complet de vêtements d'hiver, pulls, pantalons, gants, bonnets, écharpes et bottes. Et depuis le terrible séisme au Népal, l'UNICEF comptabilise au moins 2 800 000 enfants qui doivent être secourus. L'invité de Géopolitis, Christophe Boulierac, vous êtes porte-parole de l'UNICEF à Genève. Enfin, un petit peu d'histoire. En 1946, l'UNICEF, c'est la dimension d'urgence et pour les enfants d'Europe. Ça, on avait un petit peu oublié quand même, au départ. Oui, l'UNICEF est en fait né en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée de départ, c'était vraiment de porter secours aux enfants d'Europe. Ça s'appelait d'ailleurs à l'époque le Fonds international de secours pour l'enfance. Alors on a oublié le côté urgence, et puis il reste le Fonds d'enfance pour les Nations Unies. Voilà, c'est-à-dire que l'UNICEF a travaillé pour les enfants d'Europe, et puis c'est un petit peu élargi, mais il n'était pas question dès le départ, il n'y avait pas de pérennité, il n'était pas question dès le départ de le prolonger. Donc, né un petit peu par accident, on peut dire. Mm-hmm. Et puis au moment de, finalement, au moment de l'échéance, arrivé à expiration de ce projet d'urgence, il a été question, la question a été posée, écoutez, on l'arrête, on le ferme. Et là, ça a soulevé énormément de réflexions. Et on s'est dit, comment on peut arrêter un fonds de soutien à l'enfance au moment où il y a tellement de problèmes dans le monde, et surtout dans les pays en voie de développement, en termes de malnutrition, etc. Et ça fait 70 ans que ça dure. Voilà, exactement. Et c'est qu'en 1953 où l'UNICEF est vraiment devenu, s'est vraiment intégré au système des Nations Unies. Alors, le monde entier, tout le monde connaît le nom, l'appellation UNICEF, on connaît moins le travail. Je dirais, vos grands succès pendant ces 70 ans, c'est quoi, c'est où et ça concerne quel type d'enfants ? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs volets. D'abord, il y a le volet vraiment urgence. C'est-à-dire qu'on va secourir les enfants là où ils sont menacés dans des guerres, des catastrophes naturelles. Ou le Népal, par exemple. Un exemple récent, le Népal. Où nous étions au Népal, nous y sommes depuis très longtemps, nous y étions bien avant le tremblement de terre, mais évidemment, catastrophe naturelle, nous adaptons complètement notre action, nous la transformons, profilons pendant un moment pour l'urgence. Je pourrais parler du Yémen. Nous travaillions beaucoup pour Yémen depuis des années avec des bons résultats. Il y a une recrudescence de la violence. Nous adaptons notre travail. Alors ça, c'est la notion d'urgence. Oui. On la voit, elle est médiatisée, elle est télévisée, on la voit. Mais l'action en profondeur et sur le long terme, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. Il y a des pays où vous êtes depuis des années, des décennies. Ah oui, on est dans plus de 190 pays depuis très très longtemps. Et en fait, l'UNICEF fait un travail de fourmi, c'est un travail de soutien aux autorités, au gouvernement. Pas seulement au gouvernement, aussi à la société civile, aux communautés. C'est très important pour nous, les communautés. Ce qui veut dire que, par exemple, dans le domaine de l'éducation, on va travailler vraiment en profondeur avec un gouvernement pour l'aider. Nous sommes là pour aider. C'est eux qui sont demandeurs, c'est pas vous qui arrivez au nom des Nations Unies comme ça. Non, nous, on travaille toujours, on se met toujours d'accord, on discute beaucoup avec un gouvernement pour savoir, on se met d'accord.
On vous propose de faire ça, on a des données aussi, on apporte des données statistiques qui permettent aussi de cibler quelles sont les priorités, de cibler les plus exclus, les plus vulnérables. Et on fait un programme avec le gouvernement, évidemment, avec l'accord du gouvernement. Et ça, c'est un travail, évidemment, qui est complètement lié aux bonnes nouvelles, aux bons résultats sur la longueur Et c'est quoi les bons résultats, par exemple ? Les bons résultats, c'est par exemple depuis 1990, le nombre d'enfants de moins de 5 ans, le taux de mortalité infantile d'enfants de moins de 5 ans a diminué de moitié. Ouais. Un autre bon résultat, c'est la baisse de la malnutrition. Au niveau de l'éducation, par exemple ? Alors, au niveau de l'éducation, il y a beaucoup plus de filles, par exemple, qui vont à l'école. C'est très important pour nous, l'égalité des sexes dans l'éducation, la parité. Alors ça, il y a de très bons, pas pour tout, mais il y a de très bons résultats dans les moyennes mondiales. Mais attention, souvent ces moyennes mondiales Elles cachent quelque chose. Oui, elles cachent un accroissement des inégalités. Juste un petit détail frappant. OK, diminution de la mortalité infantile de moitié depuis 1990 dans le monde, c'est formidable, c'est pas assez. Mais aujourd'hui, un enfant qui naît en Afrique subsaharienne a 14 fois plus de chances de mourir avant 5 ans qu'un enfant qui naît aux États-Unis. Pareil pour la malnutrition. La plupart des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent encore de malnutrition chronique et engendrent des retards de croissance. L'enfant ne grandit pas. C'est surtout en Asie, la moitié en Asie, un peu en Afrique. 80% de ces enfants qui souffrent de retard de croissance, on les retrouve dans 14 pays seulement. Donc là, vous ne faites pas forcément dans le spectaculaire, si j'ose dire. Vous faites ce travail de fond. C'est un travail vraiment de fond, c'est un travail de plaidoyer, c'est un travail de conseil vraiment ardu, vraiment technique. Oui, c'est pas effectivement, c'est pas celui qui est le plus visible. On vient de parler de victoires sur le terrain, de bons résultats. Il y a des échecs ? Alors, il y a Où est-ce que ça ne marche pas ? Où est-ce que l'UNICEF, par exemple, ne peut pas travailler ? Écoutez, il y a toujours aujourd'hui 165. Voilà, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a toujours aujourd'hui, c'est révoltant, 160 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Il y a toujours aujourd'hui 60 millions d'enfants qui vont pas à l'école. Pour l'éducation, par exemple, ce qui est assez alarmant un petit peu, c'est le taux d'abandon qui est élevé. C'est bien d'aller à l'école, mais il faut que la qualité soit là. Et pour qu'ils ne quittent pas l'école, il faut qu'il y ait qualité. Ça, c'est aussi un gros travail en profondeur. Ce qui nous alarme, nous consterne, c'est le manque d'accès, ça c'est en période d'urgence, d'accès humanitaire et notamment d'accès aux civils qui souffrent en nombre croissant. Et ça, c'est de plus en plus difficile, souvent, compte tenu de certains conflits. Absolument, compte tenu de la nature, l'évolution de la nature des conflits avec des acteurs non étatiques. Ça, c'est extrêmement pénible et nous ne l'acceptons pas. Merci, Christophe Boulierac. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UNICEF, ici, à Genève. Merci à vous. Merci. On pourrait formuler un vœu que des agences onusiennes comme l'UNICEF disparaissent complètement. Cela voudrait dire que tout va pour le mieux, qu'en l'espèce, il n'y aurait plus d'enfants dans le monde en souffrance ou en état de manque, bref, qu'il n'y aurait plus de violence, plus de maladies dans un monde où tous ces jeunes auraient le droit à l'éducation. On peut rêver. Un tel monde n'est pas pour demain. Si encore il était pour après-demain, on serait heureux de devoir patienter, mais il n'y a pas que l'UNICEF. Parlons par exemple du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, créé au lendemain de la guerre pour gérer l'effroyable flot de réfugiés ayant souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Un besoin, une nécessité qui, croyait-on, irait décroissant avec une situation qui allait forcément se normaliser. C'est très exactement l'inverse qui s'est produit aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de réfugiés ou déplacés dans le monde, aux alentours de 50 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Le HCR, comme l'UNICEF, doivent se rendre à l'évidence. Le contrat qu'on leur a confié est un contrat de longue durée. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions à ce chapitre consacré à l'UNICEF, des vidéos, des textes et des sites relatifs au travail de cette agence de l'ONU, des archives et la possibilité de podcaster cette émission de la RTS.
et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.